Voilà, bien. Bonjour encore. Merci d'être là pour la troisième session de notre parcours de formation logistique technique Biomed. Bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet en lien avec tout ce qui est en lien avec l'atelier biomédical et aussi l'entretien utilisateur. Et puis, on aura un peu un point lié à un point pas pratique. Troisième point, on fera aussi quelques conclusions. Chaque groupe pourra donner ce qu'ils auront, présenter ce qu'ils auront débattu pendant leur travail en groupe. Voilà, donc c'est cela. Ali? Ali? Aldo, Oui, Ouais. tu vas partager l'écran? oui, ok. Voilà. Bien. Hum, alors, donc, on va parler de l'atelier biomédical. Pour vous, qu'est-ce qu'un atelier biomédical? Ou qu'est-ce qu'est l'atelier biomédical? Bon, ici, on garde toujours le même principe. On laisse le micro ouvert, s'il n'y a pas de dérangement pour prendre la parole. Et pour que ça soit très participatif, notre session d'aujourd'hui, parce que ça doit l'être, comme on parle des choses pratiques. Quelqu'un peut prendre la parole? Il y a Roquero qui a Ouais. levé la main. Euh, Et Alan aussi. bon, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Ok. Pour moi, un atelier biomédical, c'est un espace où la personne responsable de tout ce qui est matériel et équipement biomédical exécute son travail. C'est un espace où il parvient à faire des réparations, des maintenances, etc. Mhm. OK. Quelqu'un peut ajouter? Oui, Je peux ajouter, cet atelier, il ne doit pas être non loin de la structure médicale aussi. mhm. OK. Et Jacques, Eddy? Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. comme vient de dire l'autre collègue, donc un atelier, c'est un espace de travail où on fait l'entretien des équipements biomèdes. On garde aussi les pièces détachées pour les entretiens et aussi c'est un espace aussi, il y a une partie de la gestion administrative et les documents qui sont reliés donc aux équipements biomédicaux. OK. Ouais, oui. Ouais, ouais, bien. Quelqu'un peut-il ajouter? Oui, tout à fait. En effet, c'est un espace dédié pour la gestion de la maintenance du parc des équipements biomètres qui doit se munir, doit être fourni en table, en armoire, table pour organiser le travail administratif et table pour la maintenance. Et voilà, et donc organiser aussi un espace de stockage des pièces détachées et puis les archives
Voilà. Bien, qu'il y ait aussi un point d'eau pour l'eau de l'eau courante pour pouvoir nettoyer ou comment, et aussi de l'électricité avec une bonne protection et aussi mise à la terre et voilà, une source d'alimentation stabilisée. Voilà. Donc, voilà un peu comment on peut définir notre espace dédié à l'atelier biomédical. Alors, sans plus tarder, on va passer au travail en groupe. Je ne sais pas si on doit avec le nombre qu'on a, on peut se diviser en deux. On peut travailler comme un seul groupe, hein. Voilà. Voilà, donc, mais Bien, que Carlos, chaque... Farah et moi, nous Mhm. sommes la plupart de l'équipe, hein. Ah, ok. D'accord. Ça va. Donc, nous avons un travail on va faire de 15 minutes dans notre groupe et nous sommes là. On va visualiser un peu quelques images d'atelier biomédical et puis on va discuter quelles sont les bonnes pratiques, les points améliorés que vous voyez sur ces images-là. Et puis après, nous allons conclure où chacun peut donner un peu un résumé de nos discussions, de points essentiels euh, qui me fait faire un résumé de discussion, je veux dire. Voilà, donc on commence par cette image-là. Bien, c'est toujours la même question. Quelles sont les bonnes pratiques que vous observez et quels sont les points à améliorer? C'est sur base de la définition que nous venons de faire de cet espace d'atelier biométrique. Que pensez-vous? Tout est OK, tout est complet, où il y a des points où on doit se poser des questions, qu'on peut améliorer. Que Vas-y, pensez-vous? Sidi. Allez-y. Sidi, vous pouvez parler directement, je pense. Oui, oui, c'est ça, voilà. Ok. Donc, les points à évaluer, c'est sur le plan de la Ah, sécurité, oui. de l'organisation, de la propreté, est-ce on a une bonne qualité et traçabilité? Est-ce qu'il y a des étiquetages et les choses sont bien rangées? Est-ce que, quoi d'autre? Je pense que c'est ça. Est-ce que l'espace est ergonomique et l'environnement est adéquat? Et dans la globalité, ça me semble bon. Pour les étagères, je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, ça semble adéquat en termes de... Mhm. Oui, Après, je ne sais très pas bien. ce que je n'ai pas remarqué. Bon, il y a Euh, encore d'autres images qui vont venir. Ok, On prend ok. bien note de ça, hein, et les premiers points liés à la propreté. On voit bien que le sol, il est vraiment très propre. Ça se ressemble à nos ateliers, non, dans nos projets. Sidi. ouais, ouais, si vraiment c'était comme ça dans nos projets, on ne fait que de souhaiter. Ouais, et je suis d'accord, c'est un espace qui est bien organisé, qui est bien propre. La luminosité est là. Je vois que les choses sont bien rangées. Il y a tout ce qui est matériel, outils plutôt pour faire des maintenances, pour les appareils qui sont bien rangés. Il y a aussi les spare parts qui sont bien rangés. Mais ce que je vois comme truc, c'est que tu as la porte qui est ouverte. La porte doit être fermée pour éviter voilà, des corps étrangers ou de la poussière, etc., qui risquent d'abîmer les appareils. Je trouve que l'espace est encore, même s'il est trop petit, il est bien organisé. Et voilà, quoi. En tout cas, la marge de manœuvre à l'intérieur reste très, très réduite
au fait que l'espace est un peu petit, parce que même au niveau du rangement, on voit que c'est déjà saturé. Il y a encore d'espace pour stocker autre chose. Voilà. Ouais. Oui, oui, donc là, il a beaucoup de pièces hein, et c'est un grand hôpital commun, un grand centre hospitalier. Mhm. Bon, donc il faudra réguler en termes de stockage de pièces. Apparemment, si je comprends bien, Sylvie. Ouais. OK. Et notre ami de Nono, pardon, le nom, je n'ai pas. Oui, comme notre cher collègue vient, moi, il y a deux choses que j'ai remarquées au fait. Première chose, table de réparation, je ne vois pas. Quand les équipements vont venir, il y a une table là, on va exposer pour faire la réparation des équipements. Et puis le point d'eau, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça aussi. Ces deux points-là, ça m'a tiqué. Mais vu la propriété, arrangement aussi, je vois aussi des tiroirs à gauche. Je ne sais pas si c'est des tiroirs d'arrangement des documents, les documents de suivi de maintenance et autres là. Voilà. Mhm. Si ce n'est pas le cas, il manque un armoire pour ça aussi. Très bien. Donc, Mhm. c'est trois remarques qui me viennent en tête. OK. Le plan de travail dont tu fais allusion, est-ce que c'est pas suffisant, celui qui est à droite, là, de l'écran, en bleu? Normalement, c'est... Oui. D'accord. Moi, je pensais que c'est un tableau où on peut écrire des Ah, choses, mais je ne sais ah, pas. oui, oui, oui. Mais bon, voilà, c'est... Oui, mais ça Avec aussi, avec si, une alimentation, je vois là aussi, et des outils, voilà, les lumières, euh, voilà, bien, ok. Et nous passons à une autre image. Hum, Ici, par exemple. Bon, là, vous retrouvez encore hein, votre plan de travail qui est là. Comment il est? oui, mais c'est encombré, hein. Mhm. Ok. Euh, à part ça, Donc, ici, c'est pas bien organisé visiblement. Donc, on voit qu'il y a, et là, on garde les pièces détachées, et donc, il n'y a pas de code. Donc, les choses sont arrangées sur l'étagère, mais il n'y a pas de code pour les identifier. mhm. Et aussi, il y a aussi une bonbonne d'oxygène qui n'est pas accrochée au mur. Donc ça, on ne voit pas l'accroche et c'est vraiment pas organisé du point de vue donc d'apparence là. Ben, ok, très bien. Mais vous avez seulement épinglé les points négatifs et les points positifs? Euh, Normalement, le sol là, c'est propre et donc et on voit que le sol est propre. Il y a aussi un endroit, on voit les équipements sur un étagère. Donc, il y a un endroit où on garde les équipements. Par exemple, il y a un endroit à côté, à ma gauche là, on garde les équipements et dans l'autre atelier, donc, il n'y avait pas donc, de cet espace-là. Mhm. Et c'est une table roulante, donc voilà, on peut Oh, rouler oui, avec, oui, oui. oui, et puis s'il faut souffler ou s'il faut travailler dans un endroit un peu plus libre, voilà, bien.
OK, alors, s'il n'y a rien à ajouter, nous allons faire un petit résumé sur les caractéristiques d'un bon atelier. Il y a d'abord le premier point, l'emplacement. Ça doit être à proximité d'un établissement, d'un service, si on peut dire, hein, à proximité des services que vous appuyez, le plus proche possible pour éviter que ça prenne du temps de ramener l'équipement ou d'amener l'équipement dans les services ou ramener l'équipement pour une maintenance ou comment. Donc, le délai qui peut être long et aussi c'est difficile, par exemple, des concentrateurs qui pèsent euh, plus de 15 kilos, près de 20 kilos, de pouvoir le mouvoir, et surtout s'il n'y a pas un corridor où on peut rouler l'équipement, et tant d'autres équipements plus lourds qu'on peut difficilement bouger pour faire une maintenance. Donc, ça doit être plus proche possible des services. Et aussi, faciliter les contacts avec les utilisateurs. Dans un établissement de santé à plusieurs niveaux, à proximité de la plus grande concentration d'équipements médicaux, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, par rapport à la taille, cela dépend de la quantité et des types d'équipements du projet. Le local, vous avez vu vous-même ici que vous avez jugé que c'était un peu petit et qu'il y avait un peu trop de pièces stockées. Bon, donc cela va dépendre de la taille de volume des équipements que vous avez dans le projet ou à l'hôpital même. Alors, il faudrait qu'il y ait un calendrier de maintenance, euh, calendrier de maintenance qui est fonction du nombre, de la fréquence de maintenance que vous planifiez de faire. Un espace supplémentaire pour procéder à la gestion administrative, de registres d'entretien et avoir aussi un petit stock de pièces. Un espace réservé au matériel médical pour un remplacement que nous venons d'évoquer tout à l'heure là. Voilà. En termes de besoins d'alimentation, vous devez avoir une source d'énergie stabilisée et protégée, donc un stabilisateur, une installation mise à la terre, et une protection et sécurité électrique, comme on connaît le disjoncteur du différentiel, par exemple, et une alimentation courant continu pour faire des tests sur certaines composantes électroniques et aussi une alimentation en eau courante. Alors, en termes de meubles, il faut avoir une zone de nettoyage et de désinfection, un placard fermé, un petit bureau et un classeur, et poubelle aussi, à ne pas négliger, une table de travail pour organiser le plan de maintenance et le travail à faire sur les équipements, les réparations, les maintenances et une armoire de stockage de pièces. Sans oublier les outils et une trousse d'outils de base, les codes est là, Caproc, Théo ou Bio, et des types de fusibles couramment utilisés. Il y a aussi tout un kit qu'on peut avoir de différents calibres de fusibles de miniature. Il faudra aussi se munir des manuels de fabricants. Ça peut être en dur ou en version électronique. Et guide de gestion des équipements médicaux qu'il faudra aussi avoir disponible pour s'y référer
parce que ça définit tout le travail que nous faisons dans le biomètre. Les protocoles 2 et 3, les équipements des tests, des simulateurs de patients, étalonnage, mais ces types d'équipements nécessitent des investissements parce que c'est coûteux et que ça nécessite une calibration annuelle ou biannuelle. Voilà, bon, il faudra voir un peu par rapport à, à la mission. S'il faudra avoir un équipement basé pour toute la mission, au lieu que ce soit par projet, ou alors essayer d'organiser si vous êtes en intersection, voir si une des missions peut bien se procurer pour servir les autres sections, je veux dire. Voilà, donc c'est cela. Alors, nous avons aussi les outils supplémentaires pour les équipements spécifiques qu'il faudrait avoir, mais ça nécessitera des niveaux de compétences qu'il faudra acquérir. Voilà, donc c'est cela. Et un modèle de plan d'un atelier, ça peut se présenter comme ceci, où vous avez, supposons que c'est un atelier qui est partagé avec la logistique et les biomètres, où vous aurez un espace dédié pour l'atelier logistique et un espace dédié uniquement pour le biomètre, l'atelier biomètre. Voilà. Et puis, vous avez aussi un stock pour le biomètre et aussi un autre stock pour euh, logistique générale. Logistique générale par rapport à Watson, électricité, et ainsi de suite. Mais nous devons avoir un espace biomètre dédié. Pourquoi? Parce que nous intervenons sur des équipements qui peuvent de niveau infection par rapport à l'infection, au contrôle d'infection. Ça peut poser problème dans le sens où si vous mélangez avec d'autres équipements, ce sont des équipements qui sont en contact avec les patients, il faut le savoir. Donc, nous devons, ça doit être contrôlé dans un espace bien fermé et pas mélangé avec d'autres types d'équipements et matériel logistique. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée des dimensions qu'il faut avoir au minimum, plus ou moins, quand il s'agira peut-être de donner des idées si on veut construire un espace pour organiser l'atelier biomètre, vous pouvez vous référer. Alors, normalement, on doit faire une petite pause pour digérer un peu tout ça. Je ne sais pas s'il y a quelques questions par rapport à ça, ce que nous venons de voir jusque-là. J'espère que c'est comme ça que c'est plus ou moins organisé chez vous aussi, où vous êtes dans un même espace avec toute la logistique du projet. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ici, en tout cas, à notre niveau, on est en train de se battre pour même avoir un espace dédié au biomètre parce que jusque-là, il fait toutes ces réparations-là sous juste un peu d'ombre de quelques arbres dans la cour. Du coup, ça, franchement, c'est pas du tout ce qu'on a ici. Et malheureusement, mais bon, on essaie quand même, là, on est en train de construire un workshop pour les biomètres. Et par rapport à ça, est-ce que le plan, il est un plan qui est validé par MSF? Est-ce que c'est un plan, par exemple, qui est partagé au niveau des missions au cas où il y a une construction des workshops pour les biomètres? Ça doit respecter tout ça. J'imagine que ça devrait être le cas. Parce qu'ici, on a juste pensé à un endroit où il y a juste un peu d'espace, mettre en place des installations pour l'électricité, etc. Mais
c'est un peu quand même différent de ce que je vois ici. Mhm. Ouais. Oui, tout à fait. Normalement, on a les guidelines qui, bon, au niveau validé entre toutes les sections, hein, voilà, donc on peut s'y référer. Euh, et aussi, bonne chance, hein, parce il faut militer vraiment, se battre pour avoir cet espace, parce que moi, je connais beaucoup d'expériences, par exemple, dans certaines missions vous allez trouver il y a pas il y a pas d'atelier biomètre ou de bureau logistique même. Mais s'ils ont la chance d'avoir un espace, on vous met soit vers le générateur, là-bas, au coin, ou peut-être vers la morgue. Voilà, il faudra militer pour avoir cet espace tel que défini dans les guidelines biomédicales, que ça soit proche des services qu'on appuie le plus proche possible et avec les dimensions que vous avez vues ici et l'organisation même et toutes les fournitures qu'il faudrait avoir pour un travail de qualité finalement. Parce que si nous sommes là pour apporter la qualité, euh, il y a des bases pour cela. Donc, la base pour nous, les biomètres, c'est avoir d'abord un espace et organiser la gestion de maintenance des équipements. Voilà. Donc, qui d'autre peut partager son expérience par rapport à l'espace atelier biomètre dans les structures que nous appuyons? Oui, Alain. Euh, ok, merci. Et personnellement, moi, j'ai apprécié vos images hein, par rapport aux réalités que j'ai vécues une fois au terrain. C'est c'est tout à fait le contraire, ce qu'il y avait les techniciens biomètres qui faisaient des réparations et de maintenance au couloir. Donc, euh, il y avait les bureaux administratifs et puis un couloir qu'on amenait les malades. Il y avait juste un petit espace proche même des générateurs et tout se faisait là-bas. Et puis, dans la zone, il y avait pas mal, beaucoup de poussière et on avait mis en place le système de coudre des morceaux d'habits pour commencer à couvrir beaucoup plus les concentrateurs d'oxygène pour éviter que ça prenne de poussière tout le temps. Et l'idée était de construire une cabane un peu en bois pour pouvoir créer cet espace d'atelier, permettre que les techniciens fassent son travail quand même en bon escient. Mais je pense que j'avais laissé ces projets en cours. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a eu après, mais l'espace n'était pas du tout bien respecté. Et ce sont des équipements biomètres. Il y a quelque part peut-être une négligence parce que j'ai vu les techniciens faire beaucoup de lobbying pour à ce que ce travail soit fait. Mais il y avait des blocages, je ne sais pas, des raisons qui ont été données qui n'étaient pas justifiables. On a évoqué un cas de budget, mais le budget au finish, il a été trouvé. Alors pour implanter ça, c'était vraiment une casse-tête. Donc la situation était au moins désastreuse. C'est ça le point que j'avais vécu quelque part au niveau du projet. Mais je ne sais pas, Inch'Allah, si les choses ont changé. Donc, bien. Oui, Jacques, ton micro est fermé. Merci. Donc, selon mes expériences sur certains projets, c'est pas vraiment comme ça, comme ce plan-là, mais il y a un endroit où les techniciens il exerce son boulot, une table et puis les étagères pour stocker les pièces détachées et les étagères aussi pour mettre les équipements biomèdes. Et aussi, il y a des armoires et pour garder
et les suivis des maintenances, la gestion administrative des équipements biomèdes. Il y a un bureau aussi pour, pour les techniciens. Et la seule chose, et parfois il n'y a pas de point d'eau donc, à l'intérieur donc, de l'atelier. Et mon expérience que je suis en train de faire, il y a un projet, donc il y a un point d'eau au-dedans, donc seulement c'est l'espace qui n'est pas trop large, c'est un peu coincé. Mais c'est plus ou moins c'est plus ou moins égal, mais nous ne sommes pas encore donc là. Et ça, c'est beaucoup plus agréable que ce que j'avais vu et de ce que j'avais expérimenté. Hmm. Bien, bien, ok. Donc, merci pour votre participation, partage d'expérience. Voilà, donc nous allons faire une pause et nous saluons notre ami Amidou qui vient de nous rejoindre. Bon, alors on fait une petite pause de combien de minutes, Ali? En général, c'est 10, hein. 10 minutes. Voilà. Voilà, donc pour reprendre avec force parce que nous aurons encore un travail à faire. Ouais, même à l'IDAR, comme nous sommes un seul groupe, on peut terminer dans 1h30, ce n'est pas 2 heures, Voilà. Inch'Allah. Oui, oui, oui. Ça ira plus vite que si on avait divisé en deux groupes. Oui, Voilà. Inch'Allah. OK, Merci beaucoup. d'accord. OK, merci. À tout à l'heure. Donc, dans 12 minutes, disons. Oui, allô? Oui.
côté, il faut gagner là. Bon, balancer le riche. Et bah, des activités. Ça n'est pas de rien. Pas grand pile bail, c'est non, non, ça pas de faut passer, ouais, nous, miss. Hein? Ah, vous venez mettre ça quoi pour eux? Ah.
Salut, guys. Salut, salut. Tout le monde est là? Oui, on est là. Amidou, je ne l'ai pas encore vu, hein, le dernier qui nous a rejoint. Est-ce qu'on peut l'appeler, qu'il se reconnecte? Je vais le recontacter parce qu'il avait des problèmes de se connecter, donc je vais le recontacter là. D'accord. Ok. Voilà, donc on va devoir aborder la deuxième partie, qui est entretien utilisateur. Et on fera un travail en groupe. C'est-à-dire, on reste dans le même groupe que nous sommes là. Nous allons procéder au protocole. Alors, Ali, comment on procède? On prend un seul ou... Oui, c'est plus bon, on prend un seul. C'est Mhm. comme les pommes Ah, d'aspiration, si tu veux, hein. On peut oui. travailler comme un groupe ensemble. D'accord. On pompe l'aspiration, mais de la vario. De quoi il s'agit? C'est-à-dire, on veut organiser une formation. C'est un nouvel équipement qui arrive pour les utilisateurs, euh, où c'était déjà implémenté, c'était déjà en utilisation et qu'il y a de nouveaux infirmiers qui sont arrivés et ils ont été en contact pour la première fois. Ou alors, c'est une mise à jour euh, de formation qu'on veut faire aux utilisateurs. Alors, la question sera de savoir qui allez-vous impliquer, où allez-vous organiser cette formation, quels sont les éléments que vous allez vous référer pour cette formation, quelle méthodologie allez-vous appliquer, quels sont les points à souligner concernant cet appareil et quelles sont les considérations contextuelles particulières, les considérations en fonction du contexte, euh, et préparer les matériels nécessaires à votre présentation. Donc, vous allez préparer ce matériel, tout ça. Vous allez chercher où tous ces éléments dont vous allez vous référer pour procéder à cette formation-là. Et puis, à la fin, on va faire une synthèse. Alors, comment allons-nous procéder? Le micro sera ouvert. Oui, Celui qui a la encore, réponse. encore, on va Oui. utiliser le protocole 1 et le manuel d'utilisation, hein. Mhm. Le protocole 1, je vais envoyer le lien, hein, le Unicode. Oui, oui. Mhm. Alors, sinon, vous aussi, vous savez où vous pouvez prendre aussi hein, dans votre page d'accueil Tembo, normalement. Dans les ressources et outils du cours. Voilà, donc c'est des documents en français, moniteur Penny, aspirateur électrique Medela Vario. Voilà.
c'est là où vous pouvez avoir ces protocoles-là. En tout Et cas, c'est je du vais envoyer télécharge. maintenant, D'accord. maintenant le lien. OK. Merci, Ali. Et le manuel, tu l'as aussi? Est-ce que J'ai le manuel en français. le manuel Je en peux... français, ok, d'accord. Si tu peux le partager aussi. Alors, ça fait partie des éléments de votre formation que vous êtes en train de préparer. Il y a ce fichier, un new folder. Dans le new folder, il y a deux fichiers. Un, c'est le protocole d'utilisation. Et le deuxième, c'est le manuel d'utilisation. Et le deuxième, c'est le protocole, hein. Je vais ouvrir, je vais partager mon écran maintenant. OK, bon, s'ils peuvent répondre sur la première question par rapport à cette organisation de formation, normalement, qui vous devez impliquer pour organiser cette formation? Alors, je pense qu'on implique déjà le personnel infirmier et les aides-soignants. Il me semble que c'est les utilisateurs principaux. Il y a les sages-femmes et les puéricultrices, selon ce qui est disponible comme professionnels de santé dans l'établissement. Parfois, les physiothérapeutes, s'il y en a, ceux qui font de la physio-respiratoire, les personnes qui n'ont pas été initiées à l'utilisation, comme les nouveaux membres du personnel médical. Et puis tout autre rôle complémentaire qui peut être important dans la gestion de cet équipement, comme les techniciens biomédicaux pour la maintenance, les responsables matériels pour la logistique, les formateurs internes qui peuvent servir de relais. Il me semble que c'est ça, en termes de participants impliqués. OK, bien. Farah a cité bon nombre de personnes qui devaient être impliquées, mais dans une structure hospitalière que nous appuyons, qui est le responsable des utilisateurs? Qui a cette responsabilité sur l'utilisation des équipements? Pardon, vous pouvez répéter la question encore? Oui, c'est-à-dire nous sommes dans chercher la personne, point focal, avec qui nous allons organiser cette formation. La personne qui est en charge qui est le responsable des utilisateurs ou qui est responsable de l'utilisation correcte des équipements médicaux par les utilisateurs, je veux dire. Pour Jacques? coordonner Responsable biomètre. Jacques? Le les biomédical, PMA. ouais. Oui, Le non, PMR. Bon, le normalement, PMR, oui, il est le responsable médical. On parle plus de responsable direct, quoi, qui est sur le terrain, dans le service ou dans l'hôpital même. Normalement, qui est le non, point focal? Responsable biomètre. Moi, non, je dirais bien le normalement, c'est superviseur. Technicien hein. biomètre. Le superviseur, superviseur, voilà. Non, non. Ici, on le est superviseur de service. côté Le médical. superviseur, Ah, oui, le on est superviseur, côté par exemple, médical. cela dépend du Jacques, service. tu es en train de Par parler, exemple, mais on ne t'entend pas. et, Tu peux mais répéter? maintenant, on m'entend? C'est Non, bon? Oui. on ne t'entend toujours pas. Si. Ah bon, Mais moi, sauf Moi, c'est j'entends. peut-être moi. Ah, oui. Oui, c'est Pour le toi, hein, moment, c'est mais bon? oui, Si, on C'est entend. bon là? Ok, Oui, donc, c'était bon. et de notre côté, bon, donc, en tout on cas, voilà. organise ça Je avec n'ai plus son son. le Je ne sais pas pourquoi. superviseur Oui, des services. C'est vous avec le pouvez. superviseur des services qu'on communique et puis on planifie ça. Et puis, le superviseur des services, lui, et il ou elle va donc sélectionner les personnes qui vont participer donc à la formation. C'est comme ça que on fait. Mais si c'est une grande formation, par exemple, qui planifie pendant un mois, et donc ça, on organise ça avec PMR, cela dépend des SI, donc juste pour mieux organiser, mais les superviseurs des services
donc, et participe toujours donc, à la planification parce qu'il faut planifier ça sur le planning des utilisateurs, tout ça. Donc, il y a des planifications donc, qui doivent faire donc, afin que la formation soit bien passée. Donc, c'est ça. Alidor, tu es là? Oui, je suis là, donc c'est le silence, hein. Quand Jacques parle, je n'entends rien. Ah bon? Oui. Mais tu m'entends, ça? Il a donné une réponse incorrecte, hein. C'est le responsable médical qui va être impliqué. Et dépend c'est le superviseur de département de clinique, c'est le NMAM, c'est le NAM, c'est le PMR, ça dépend de la type de formation, comment c'est grand, c'est petite formation. En général, qu'est-ce qu'on fait? On fait une planification annuelle pour les formations pour toute l'année. Avec ça, on discute avec le PMR et le MEDCO. Et chaque mois, on va discuter ou impliquer seulement le superviseur médical du département. Tamam? OK. Mais il a donné une réponse correcte, hein. Et quelqu'un, il a dit encore les IPC, hein, les responsables d'infection ou non? Voilà, infection de contrôle, oui, très bien. Oui, Donc, oui. disons le NAM et l'IPC qui sont en fait très proches par rapport à nous, le biomètre, avec qui nous allons organiser ce type de formation, parce que l'IPC, c'est très important qu'ils soient impliqués par rapport à tout ce qui est en lien avec le remplacement de consommables liés à l'équipement et aussi une partie d'utilisation de l'appareil par les utilisateurs liés à infection de contrôle. Alors, nous regardons tout ce qui est aspect lié à l'utilisation correcte et à l'entretien de l'appareil et pour lequel on organise cette formation. Donc, nous allons nous baser sur le protocole d'entretien, mais aussi en ayant œil sur le manuel technique du fabricant aussi. Voilà. Donc, ce sont des éléments de formation que nous devons avoir en plus de l'appareil lui-même que vous devez avoir sur place. Oui, Amidou. Oui, Oui. oui, je suis là. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, de l'appareil, et supposons que c'est un appareil, un nouvel équipement qui arrive. Tout nouvel équipement arrive en kit avec tous les accessoires et les composants. Et ça fait un équipement complet avec tous ces accessoires pour faire une démonstration devant les utilisateurs pendant que vous présentez le protocole étape par étape. Alors donc, on peut ouvrir ce protocole. Alex, s'il te plaît. Oui, oui. Tu peux voir? Oui. Voilà, Alors, donc, très bien. oui, oui, Vous avez voilà, l'entretien utilisateur, ça c'est protocole 1. Il faudra savoir que tout le protocole 1, c'est lié à l'entretien utilisateur. C'est la base pour faire votre formation. Et comme vous voyez ici, il y a une fréquence d'entretien et les outils à avoir et les pièces détachées. On suppose que vous avez déjà tout dans le kit, tout ce qui est là. Et vous pouvez bien le démontrer aux utilisateurs. Donc, il y a le nettoyage, remplacement du bocal et couvercle après chaque patient. Il faudra bien insister pour ça. Et l'IPC qui est présent, il peut bien suivre ça. Désinfecter les bocals, couvercles quotidiennement, stériliser tous les bocaux, couvercles et tubulures hebdomadairement. Voilà. Donc, et après chaque patient, nettoyer l'extérieur de l'aspirateur à l'aide de solutions de sulfanios, se débarrasser de la tubulure patient unique pour à usage unique en PVC, remplacer les bocals et quand le bocal est à 2 tiers plein, voilà, utiliser un bocal d'1 litre et couvercle d'aspiration traité, désinfecté ou stérilisé à chaque nouveau patient. Donc, vous voyez, tous ces aspects aussi, c'est lié avec
l'infection control. Et à la fin de la journée, enlever la tubulure, le tuyau, débloquer le désattache, tel que montré ici. Et là, dans la photo, vous sortez même le couvercle du bocal pour bien démontrer aux utilisateurs où est les dispositifs de protection des trop-pleins anti-débordement et comment ça fonctionne et comment les démonter et surtout par rapport à l'IPC quand il va suivre avec le responsable de la stérilisation pour que quand le couvercle part en la stérilisation, revient avec le dispositif de trop-plein bien fixé, ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà, donc ce sont des genres de points que vous devrez bien spécifier pendant la formation. Alors, donc, c'est autre chose, c'est vaporiser le désinfectant sur un chiffon et assurez-vous que le tissu, bon, ça ce sont des principes généraux liés à tout équipement pour la désinfection de surface. Alors, à la fin de chaque semaine, nettoyer et désinfecter le bocal d'aspiration. Voilà, et utiliser une seringue pour assurer que la solution d'hexanios pénètre dans l'intérieur du tuyau d'aspiration. Normalement, les tuyaux pour la désinfection utilisent la solution d'hexanios. Et là, normalement, c'est à la stérilisation qu'on procède à la désinfection. Et tout rincer à l'eau propre, sécher soigneusement et après désinfection, stériliser tous les bocaux, couvercles et tous les tuyaux d'aspiration. Voilà, donc ce sont des tâches liées à la stérilisation. Donc, je pense que l'IPC, et même si le responsable de la stérilisation est là, si c'est un nouvel équipement et qu'il ne connaît pas, il peut bien aussi participer. Alors, donc, vérifier, changer le filtre antibactérien. On vous donne la fréquence ici, le filtre bactérien qui est utilisé. Vous devez bien aussi expliquer pourquoi on utilise ce filtre antibactérien à cet endroit-là. Parce que certains pensent que non, c'est pour protéger les patients. Non, ce filtre antibactérien, c'est pour protéger l'équipement lui-même, parce qu'il aspire. Alors, on doit éviter qu'il y ait des bactéries qui soient intégrées, qui peuvent entrer dans l'équipement lui-même. Et voilà, donc c'est pour cela qu'on y place le filtre antibactérien. Voilà, donc c'est la fréquence du filtre de remplacement. Il faudra le mentionner parce que c'est en lien avec le commande que les utilisateurs, les infirmiers ou le NAM doivent suivre pour qu'on lui mette à disposition dans les services. Donc, changer les filtres antibactériens chaque semaine, normalement. Indépendamment du test précédent, changer le filtre chaque semaine, après avoir désinfecté et stérilisé tous les composants réutilisables, et beaucoup couvercles tubulaires en silicone, remplacer le filtre antibactérien. Il faudra bien préciser que ce filtre antibactérien n'est pas envoyé à la stérilisation, parce que souvent c'est le cas. On envoie sur la stérilisation et l'agent de stérilisation il dit « Ah, ça c'est aussi à désinfecter », il le met dans l'autoclave. Et voilà, donc à la fin, tout est abîmé. Donc normalement, c'est après avoir enlevé, il faudra envoyer à la zone à déchets. Et voilà, donc ce n'est pas réutilisable, le filtre antibactérien. Voilà, donc ce sont des points comme ça à pouvoir évoquer pendant votre formation. Et voilà, donc en général, c'est ça. Je ne sais pas si vous savez aussi d'autres points liés à l'équipement. Alors, l'équipement arrive aussi avec un manuel. Parmi les pièces et les accessoires de l'équipement, il y a le manuel aussi qui arrive avec.
et vous devez bien le garder et vous référer à cela. Et dans le manuel, vous avez donc ces modes d'emploi. Et ici, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans le protocole. C'est avant l'utilisation parce que c'est un équipement qui fonctionne avec une batterie incorporée. Et ici, le fabricant explique et puis le décrit quelle procédure faire pour avant la première utilisation. Donc, c'est la préparation pour l'utilisation de l'équipement. Il faudra donc calibrer la batterie. On parle de calibrage de la batterie, c'est-à-dire il faudra décharger la batterie et recharger la batterie avant la première utilisation de l'appareil. Ça, c'est pour optimiser un peu votre batterie. C'est ce que nous faisons généralement. Peut-être que je me trompe ou pas, mais je pense que c'est ce que nous faisons avec nos téléphones. Quand nous achetons ça avant l'utilisation, on prend bien soin de bien recharger. Voilà, donc ça, c'est bien expliqué ici dans le manuel par le fabricant lui-même pour optimiser le fonctionnement de la batterie et aussi spécifier aux utilisateurs que il y a une batterie interne qu'il faudra recharger régulièrement et ne pas utiliser cela seulement, brancher l'appareil seulement quand vous avez besoin de l'appareil. Mais il faudra qu'on y veille sur euh, la recharge de la batterie et aussi indiquer le voyant qui peut aider pour voir si la batterie est vide ou pleine. Voilà, donc ce sont des points qu'il faudra évoquer pendant la formation. Donc, vous voyez bien qu'on a associé le protocole et de l'autre côté, on a aussi ajouté le manuel technique que vous devez vous-même avant préparer et même avant même la formation, vous avez déjà bien calibré, bien optimisé la batterie euh, avant de pouvoir faire cette démonstration et après la formation, vous donnez l'appareil à l'utilisation. Voilà donc, voilà un peu comment on peut organiser une formation un peu efficace. Alors, pour vous, quelle méthodologie que vous utilisez ou vous pensez que ça peut être plus efficace? Que pensez-vous? Quelle méthodologie pour qu'il y ait un impact par rapport à cette formation et que par après, qu'il n'y ait pas trop de soucis? De faire une démonstration, en fait, Faudrait, par un formateur qui est certifié et d'avoir de l'apprentissage pratique et de pouvoir permettre de dédier un espace pour qu'il y ait des retours immédiats et des corrections du geste sur place. Très bien. Établir aussi des bonnes pratiques comme des checklists de validation, des Mhm. fiches mémo, faire un QCM peut-être avant et après pour voir les acquis, sauf si c'est nouveau, juste un QCM final pour valider les connaissances et penser à toujours faire des sessions de rappel qui sont obligatoires, annuelles ou bisannuelles, ou peu importe. Voilà. Mhm. Oui, très bien. Jacques? Et, et on peut utiliser la méthodologie d'exposition, par exemple, on peut utiliser PowerPoint juste pour présenter l'appareil en soi, par exemple le technicien biomède ou bien le biomède en question, et présente donc l'appareil, une exposition en PowerPoint et contenant le protocole 1 et puis des infos et du manuel technique ou bien manuel d'utilisation
Et aussi, donc, et avec ça aussi, si on peut terminer avec le protocole 1 ou bien on peut même faire ça seulement avec le protocole 1, cela dépend du temps. Si on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on peut même faire la formation avec le protocole 1, on fait l'exposition avec le protocole 1 et puis on a l'appareil avec. Donc, après, donc on peut faire donc des exercices pratiques juste pour montrer donc l'importance de tout ça, les problèmes, les difficultés et donc comment on peut résoudre donc les petits problèmes qu'on n'a pas même besoin d'appeler les biomètres. Donc, même les utilisateurs peuvent résoudre certains problèmes donc, que l'appareil peut présenter. Donc, au moment de la formation, on peut même mettre ça donc, dans l'exposition ou bien dans la partie pratique. Donc, on peut même parler de tout ça. Bien. Jacques, je pense que tu as fini de parler parce que j'ai toujours pas ton Oui, retour ici. j'ai fini. Sidi? Oui. Oui, je pense que c'est tout ce que les collègues viennent de mentionner. C'est vraiment faire une démonstration pratique, donner l'occasion, ouvrir l'occasion pour tous ceux qui ont des questions sur des expériences qu'ils ont vécues dans l'utilisation du matériel, des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et c'est à partir de là que voilà, faire des démonstrations, répondre aux questions et leur montrer des bonnes pratiques. Mm. Ok, super, très bien. Donc, vous soulignez bien la pratique, même méthodologie démonstrative, participative, voilà. Donc, oui. Ok. Donc, là, maintenant, nous allons compléter avec le, le module, le slide suivant. Je vais repartager mon écran. Alors, l'assistance aux utilisateurs ne se limite pas à la formation. Ça, on doit le mentionner parce qu'il faudra explorer, analyser, communiquer avec le PIMAR, le MEDCO, tel qu'on a mentionné tout à l'heure, et le NAM, par rapport aux besoins de formation que vous aurez peut-être identifiés, parce que quand vous avez un retour de certaines pannes et que vous-même, par le check, vous constatez qu'il y a un besoin de mise à jour de formation. Et voilà, donc c'est sur base des problèmes que vous identifiez. Et voilà, donc là, vous allez procéder à une formation qui est vraiment pertinente, quoi. N'est pas formé pour former seulement, mais on forme en fonction de besoins. Alors, vous avez la formation en conception. La conception, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un calendrier de formation basé sur les besoins comme on vient de l'évoquer. Un accord avec l'équipe médicale, n'est pas organiser cela seul. Inclure le personnel, comme vient de le dire, médical, le référent médical, l'IPC, le NAM, surtout comme on venait d'évoquer au niveau de l'hôpital, le point focal, normalement, la plupart des cas, c'est le NAM qui est responsable des utilisateurs, qui fait le suivi de l'utilisation correcte des équipements. On peut ajuster cela en fonction des contextes du pays et de la mission, voilà, de la région. Et il faudrait que ça soit beaucoup plus pratique et démonstratif, comme nous venons de l'évoquer aussi. Mais il faut aussi qu'il y ait du suivi. Ne pas former et puis vous rentrez
et vous ne faites pas le suivi parce qu'il faut faire des tours des services, constater, voir vous-même comment, si les utilisateurs ont bien compris le bon usage, l'entretien des équipements, ça s'est fait correctement. Et pourquoi pas procéder à des messages privés de temps en temps et faire une liste de contrôle, de checklist, rapport. Voilà. Et, et enfin, pardon, par rapport à l'organisation, définir le rôle et responsabilités pendant cette formation et aussi avec des ressources supplémentaires en appui, des fiches de rappel, euh, de mémos que vous pouvez bien faire aussi et vous pouvez se faire plastifier et même les protocoles aussi à imprimer, à plastifier par exemple pour le mettre à disposition dans les services. Et voilà, donc il faudra toujours nous mettre à l'idée que la priorité, c'est le soin des patients. Voilà, donc avez-vous d'autres questions ou des doutes concernant ces modules 3? Question sur la présentation, sur le modèle. Question générale. Question personnelle. Question pour une question. Ou bien expérience encore à partager par rapport à des formations que vous avez eu à effectuer, à organiser, et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui sur lequel vous pouvez bien vous baser pour... oui, Moi, j'ai une question là. oui. Le lieu de la formation exactement. Le lieu de la formation, je ne sais pas si ça dépend du modèle d'équipement, parce qu'il y a certains équipements, on ne peut pas faire la formation peut-être dans un espace clos. Il y a certains équipements, on est obligé de faire la formation à l'hôpital, à côté des malades, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des lieux de formation spécifiques pour certains équipements? Pas tous les équipements, mais certains équipements spécifiques. Suivant le protocole 1. Je parle du protocole 1, surtout le protocole 1. Oui. Bien, tout à fait. Bon, quelqu'un peut répondre, il a aussi déjà expérimenté cela par rapport au lieu idéal pour ce genre de formation que vous organisez. Oui, Normalement, et cela dépend aussi des médicaux et cela dépend de la disponibilité. Et parfois, selon mes expériences, donc, on organise même dans le service et cela permet aussi donc les auxiliaires et infirmières donc sont présents dans les services donc ils n'ont pas besoin de quitter les vêtements et tout ça pour aller dans un autre endroit. Donc, et ça, c'est pour les formations à une durée donc, très courte, par exemple 30 à 45 minutes. Donc, on peut faire comme ça. Sinon, donc, c'est dans la salle de formation, je pense, et tous les projets ou bien tous les hôpitaux, il y a quand même un endroit de formation. Donc, c'est là, donc, on fait la réservation et les jours et donc la durée de la formation. Donc, on fait la formation dans cet endroit. Selon mes expériences, c'est ces deux façons-là qu'on avait l'habitude de faire les formations. Oui, bien. OK. Alidor, Oui. tu as entendu? Non, 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 justement.
Juste, hein. Il a dit que ça dépend de la type de la formation, et c'est totalement vrai, hein. Si on veut faire, on fait la formation sur un équipement comme le concentrateur, comme les chauffe-eau, les ventilateurs, tout ça, on a besoin de faire dans le département. Car peut-être c'est un anesthésie machine, il n'y a pas toutes les connexions, et de prendre la machine à la chambre de on discute avec l'équipe médicale pour un temps qu'il n'y a pas beaucoup de patients, ou on prend un corner, quelques espaces qui n'est pas très occupés par des malades dans le département, et on peut faire la formation là-bas. L'idée de cette formation, c'est d'être pratique et rapide. C'est 30, 40 minutes, comme 50 minutes, euh, est rapide avec un appui de l'équipe médicale sur la machine. L'équipe médicale peut essayer de faire les travaux. Mais c'est une très longue formation et très approfondie, comme la chaîne de froid, c'est 4 heures, 5 heures. On peut dire à l'équipe qu'on a besoin de 5 heures. Même ça va affecter le travail des infirmières. Ils vont prendre des congés, ou il va avoir des autres infirmières pour faire le backup, pour avoir la formation. C'est clair? Oui, oui, oui. C'est qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Très bien, Gaï. merci. Oui, oui, j'ai bien compris, merci. Alors, donc, c'est cela. Ça dépend aussi si c'est un équipement seulement, vous êtes en train de former sur un seul équipement, comme nous venons d'avoir ici, ou bien vous faites une formation plus générale sur au moins 5 équipements. Et ben là, vous aurez besoin beaucoup plus de temps et beaucoup aussi, donc vous pouvez réunir autant de participants à cette formation sans pour autant arrêter les services, voilà, comme on vient de l'évoquer ici, à tenir compte. Donc, pour organiser ça dans une salle de formation, mais vous amenez des équipements en question dans la salle et avec des accessoires et tout ça pour que ça soit démonstratif. Voilà. Et à la fin, vous serez quand même obligé de passer pour suivre les utilisateurs, voir, évaluer s'ils ont vraiment appréhendé euh, tout ce que vous avez à présenter. Voilà, donc c'est ça qu'on vient d'évoquer ici, de faire le suivi. Et puis, mais aussi, de l'autre côté, cet aspect de faire une formation dans le service même, avec les appareils dans le service et avec les utilisateurs, c'est aussi efficace. C'est aussi efficace dans ce sens. Voilà, donc il faudrait dans tous les cas faire un suivi pour que ça soit bien assimilé. Voilà, merci. Si vous le permettez, moi, j'ai juste un petit commentaire concernant l'atelier pour les biomèdes. Je pense qu'on est tous d'accord qu'au niveau de beaucoup de missions, il y a ces challenges pour avoir un biomed shop fonctionnel qui répond aux standards comme montré dans les plans. Je ne sais pas combien de missions ressemblent aux photos que vous avez partagées, mais je suis sûr qu'ils sont très peu. Euh, c'est juste pour dire qu'au niveau des référents biomédicaux, peut-être que de leur part aussi, s'ils parviennent à pousser un peu au niveau des missions afin de prendre cette question-là beaucoup plus au sérieux, pour appuyer un peu, pour appuyer de leur part. Je sais qu'au niveau des missions, les logs, les biomèdes et même, ils poussent pour ça, mais souvent quand ça vient encore du plus haut niveau, ça aide beaucoup. D'un point, et au niveau des budgets aussi, parce que je peux même prendre l'exemple sur Requero ici. À notre arrivée, on nous parlait des problèmes de budget, on nous parlait de beaucoup de choses, mais après, quand tu fais l'inventaire et tu rencontres que tu as des dizaines d'équipements qui coûtent extrêmement cher, qui sont abîmés à cause de la poussière, etc., et que cet argent-là pour réparer et acheter d'autres aurait pu construire 3 ou 4 biomed shops, tu te poses la question, en fait. Donc, c'est juste sensibiliser sur ça et peut-être que ça va améliorer les choses. Tu connais, je sais pas Requero, hein. On Requero depuis avec CD, hein,
C'est des camps. Depuis C'est deux ou des- ouais, 3 ans, depuis ouais, 2 ans au moins, nous sommes en train de parler. Et à la fin, ils ont mis le budget cette année pour un grand atelier 2025, hein, pour un grand atelier biomètre, car durant les ouais, saisons de pluie, hein, on ne peut pas faire la ouais, maintenance, tout ça, il va arrêter les maintenances. ouais, exactement. Et qu'on est avant toi, le LTL, même les Telocco, la selle, hein, on a parlé avec beaucoup de gens. Et à la fin, Ouais, ils ont décidé qu'il y a le budget cette année pour construire le. On attend, hein. ouais. Peut-être LTL. On a commencé Peut-être le quelque LTL. chose. Il ne ressemble pas à Peut-être ce que le. vous avez partagé, mais c'est mieux que les arbres et les Oui, voitures et oui. nombre de tentes. Oui, oui, je connais, j'ai fait le. Demain, le matin, on peut me faire une invitation pour toi. On a une réunion avec l'équipe hein, Sidic, Ah, ok. Mohamed, hein. Ok, mais l'idée, c'est ça. Peut-être à LTT 2028, on va faire le même commentaire sur Bon, l'événement direction. j'espère que le Mais, sol sera lisse comme on a vu sur les images ici pour un bon nettoyage sans poussière. Bon, si le carreau arrive sans se casser sur la route de Roquero, là, ça dépend. mais, mais l'idée, c'est de focaliser, de donner l'importance d'un un talier biomètre. C'est le standard, mais on peut avoir quelque chose au-dessus du standard dans quelques étapes, mais qui marche. Hein, et chaque année, on peut faire l'amélioration. Hein. Mais Ouais, d'avoir un espace pour la maintenance, c'est très important au début, hein, comme une idée. Hein. Après, on peut faire effectivement. l'amélioration. Après année, quelques temps, à la fin de l'année, il y a le budget, il y a quelque chose, on peut. C'est comme ça. Effectivement, ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Super. Merci, hein. Super. Donc, voilà, on est très content déjà qu'il y ait des avancées hein, de votre côté là-bas. Mais de toutes les façons, nous, à notre niveau, même en tant que référent dans le working group, et voilà, donc on a le guideline, on a les basiques. Donc, quand on arrive dans chaque visite que nous faisons, nous effectuons l'évaluation pour leur montrer que non, voilà, vous n'avez pas encore atteint les basiques, les bases. Donc, par rapport au biomètre, il y a ça, tel point, vous êtes en retard, on doit combler pour atteindre les basiques. Basique, c'est le basique. Ouais. Voilà, donc on ne demande pas plus au-delà, mais le basique, on arrive quand même à 100% du basique accompli. Voilà. Et si le biomètre, on fait l'évaluation, vous êtes à 100%, c'est que vous avez la télébiomètre, c'est que vous avez tout de basique. Voilà. Donc, c'est cela. On continuera à pousser et à vous supporter par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a encore un autre point à partager. Sinon, je repasse la parole à Miguel, Ali. Miguel, hein, pour moi, c'est seulement Oui. thank you. Hein. Si, Merci vous beaucoup. avez... OK. Bon, bah, merci beaucoup à tous à nouveau. Donc, comme d'habitude, la session était enregistrée. Donc, n'hésitez pas à y aller à nouveau s'il y a des concepts qui n'étaient pas clairs ou vous voulez revoir ça. Aussi vous dire, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça dans la session de bienvenue, que vous aurez toujours accès à les matériaux de l'LTT qui est en ligne. Donc, à part de les sessions qui sont enregistrées, tout ce qui est sur Tembo, il va être toujours là. Donc, vous pouvez accéder et utiliser ça comme un outil de consultation si vous avez des doutes ou des questions. OK? Mais bon, déjà là pour la dernière session de la semaine prochaine, oui, je pense que probablement demain, je vais vous envoyer l'invitation pour mardi prochain, notre dernière session directe. Et si vous avez des modules encore à finir, essayez de compléter tout ce que vous avez encore pas fait sur Tembo. Et comme ça, donc, vous pouvez bien profiter de la prochaine session en ligne qu'on aura mardi prochain. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne journée, après-midi ou soir. Merci, Et Miguel. à la Merci prochaine beaucoup. journée. À la
Allez, Merci Merci. beaucoup. Merci à Merci, tous, merci au revoir. Cameron. Ciao, merci. ciao. Bye bye. Bye Bye. bye. Ciao.